Entourée d'un parterre de spécialistes, la ministre de la Santé a pris la parole hier soir. Face à la menace de l'hantavirus, l'exécutif veut montrer qu'il prend la situation en main. J'ai souhaité que les Français disposent en toute transparence des mêmes informations que celles présentées au plus haut niveau de l'État. Aujourd'hui, le gouvernement a sans doute un des protocoles qui est les plus exigeants, comme l'Espagne et quelques autres, ce qui est une bonne chose, parce que nous avons l'expérience du passé. Le virus, transmis à l'homme par des rongeurs, a fait à ce stade au moins 3 morts. Tous des passagers du ferry sur lequel la maladie s'est déclarée. Le ministère de la Santé français a comptabilisé 147 passagers et personnels du navire issus de 23 nationalités différentes. Leur retour dans leurs pays respectifs fait craindre une propagation du virus. Parmi les passagers, il y avait 17 Américains qui viennent de rentrer aux États-Unis. It looks like it's just a disease that we've had around in a very small way for a long time. Not a good one to catch because, it's a very severe disease if you catch it, but it's very hard to catch. Résultat, pas d'isolement systématique pour les passagers américains quand d'autres pays appliquent des règles plus strictes. L'OMS, que les États-Unis ont annoncé avoir quitté en janvier, ne peut qu'émettre des recommandations. Les pays sont souverains. Nous ne pouvons donc pas les forcer à adopter nos protocoles. Nous ne pouvons que les conseiller et leur faire des recommandations. Mais j'espère qu'ils suivront les conseils et les recommandations que nous leur donnons. Alors, les leçons du Covid ont-elles été tirées? Est-ce que les autorités ont raison d'en faire autant? Cette nouvelle épidémie est-elle un choc salutaire pour une meilleure coopération internationale? Alors, interviendront ce soir, bonsoir tous les trois, Catherine Tricot, directrice de la revue Regard, Jean Quatremer, journaliste spécialiste des questions européennes, et Ziad Limam, directeur et en sus rédacteur en chef de Afrique Magazine. Justement, une question à vous, Catherine Tricot. Est-ce que la communication du gouvernement vous semble bien gérée? En tout cas, la forme, le fond? Ça me semble pas trop mal. La ministre de la Santé a communiqué. J'ai l'impression à l'Assemblée. Oui, j'ai le sentiment qu'ils ont voulu jouer la transparence, c'est-à-dire donner les informations et c'est-à-dire avoir une certaine humilité, parce qu'en fait, dans les informations, il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on ne sait pas. Ça semble plutôt pas si mauvais que ça, puisqu'il semblerait que le virus n'ait pas muté. Donc, c'est quand même une question qui était un peu en suspens et qui reste à vérifier. Mais bon, voilà, on est plutôt rassuré sur ce point. Ce que je trouve, c'est que quand on dit avoir tiré les leçons du Covid, il y a la gestion dans l'immédiat. Là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Puis, il y a la gestion de fond. Et là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ce matin, il y avait l'Organisation mondiale de la santé animale qui vient de sortir un rapport et qui dit qu'en fait, 60 à 70% des maladies que nous attrapons viennent du monde animal. Or, avec le dérèglement climatique et les animaux qui se rapprochent de nous, dans de milieux habités, eh bien, on a de plus en plus de zoonoses. Et voilà. Donc, la question de traiter sur le fond cette question qui passe par le réchauffement climatique notamment, devrait occuper plus activement nos gouvernants. Ce qui explique peut-être l'inquiétude des Français. Jean Quatremer, un Français sur 2 se dit inquiet selon un sondage tout récent par rapport à cette actualité. Et en même temps, on a l'impression qu'on a tiré les enseignements du Covid, tout de même, non ? Pas véritablement, je trouve, parce que déjà, vous avez des gens qui sont contaminés sur un bateau de croisière. Un bateau de croisière. Donc, tous unités de lieu. Et qu'est-ce qu'on fait ? Alors qu'on sait que ça met 6 semaines à incuber, on les répartit sur l'ensemble du continent européen, aux États-Unis, etc. J'avoue, alors on me dit... Vous voulez les laisser sur le bateau ? Non, pas laisser sur le bateau, mais vous, par exemple, vous les mettez dans un endroit, dans une ville où il y a un hôpital, vous isolez l'hôpital, et ensuite, comme ça, on traite tous les gens. Il ne s'agit pas de les laisser sur un bateau. Ça s'appelle la quarantaine. C'est un truc... Est-ce qu'il vaut mieux avoir 300 personnes en quarantaine ou 9 milliards d'habitants de la planète. Il faut juste poser... Oui, 8, ça va vite. Oui, ça va vite. Je ne sais pas quand sera diffusé. Oui, ce soir. Voilà. Maintenant. Ziad Limam. Non, je pense qu'il y avait... l'avis de Jean Quatremer ou pas du tout ? Je trouve que c'est assez radical. Je pense qu'il y avait vraiment une difficulté éthique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus... On ne peut pas non plus emprisonner des gens dans une île en leur disant « vous ne bougez plus ». Il y avait des problématiques légales probablement, il y avait des problématiques de souveraineté, il y a probablement des États qui... Et surtout, si j'ai bien compris, sur le plan médical, c'était plus facile de dispatcher
ces gens sur des structures. Bichat peut prendre 15, 20. Les Hollandais peuvent prendre je ne sais pas combien. Donc les Européens étaient relativement organisés. Les Espagnols ont fait un boulot assez incroyable dans ce domaine. Là où il y a des trous dans la raquette, c'est là où la philosophie est différente. C'est-à-dire les Américains, quoique même chez eux ça a changé, parce que Nebraska et Maury, ils vont les remettre dans la circulation dans quelques jours, je crois, parce qu'ils pensent que les délais d'incubation. Mais je ne vois pas comment on aurait pu garder 140 personnes. Et puis réanimer en cas de besoin de réanimation. Il n'y a pas les machines, il n'y a pas les chambres de décompensation, enfin tout ce tralala. Ce qui m'étonne dans cette affaire, c'est que le Covid, au début du Covid, on a mis un temps fou à construire des camps militaires. Il faut quand même se rappeler à Mulhouse et autres, on a fait intervenir l'armée en disant panique, etc. Sauf qu'on a mis 2 semaines, 3 semaines à agir, pendant que les Chinois avaient agi très tôt. Il faut quand même se rappeler les débuts du Covid. Ça commence par continuer à aller au théâtre, Emmanuel Macron. Une semaine après, on confine. Puis après, finalement, on appelle l'armée au secours. Et là, on se dit, le virus est différent en plus. C'est un virus qui est connu depuis 1975. C'est pas le même virus. C'est pas le même virus. La contamination sont très limitées. Mais néanmoins, on aurait pu imaginer que les Européens, par exemple, ou au moins l'OMS, envoient des moyens nécessaires pour traiter ces personnes et les isoler. Encore une fois, là, on vient de voir aux Pays-Bas, par exemple, à l'hôpital aux Pays-Bas, ils n'ont pas respecté les protocoles de sécurité. Résultat, c'est qu'on ne sait pas trop qui a été cas contact, qui n'est pas, donc on est obligé d'enfermer tout le monde. Ce qui nous surprend tout de même, Catherine Tricot, c'est la coordination européenne. Où est-elle? C'est là qu'il y a quand même une carence, non? On se disait que il y avait quand même une instance qui allait réunir les ministres de la Santé immédiatement. En fait, c'est pas le cas. Elle se réunira demain après-midi, donc c'est quand même un petit peu tard. Un peu tard, voilà. Et par contre, la coordination actuellement, là où elle a été le mieux assurée, c'est par l'OMS, et il semble quand même que l'OMS est quand même, elle, en tout cas, agi et pris en compte les leçons du Covid et donné des indications assez claires. Et malheureusement, en effet, les États-Unis qui ont décidé de quitter, et pas simplement annoncer qu'ils quittaient, mais ils ont quitté, ils arrêtent de financer l'OMS, et qui est quand même une organisation qui nous est très utile, donne des indications assez claires sur la manière de traiter. On va y revenir, mais juste un passage par l'archive pour évoquer les leçons ou non retenues de la pandémie de Covid, puisque cet antivirus réactive toutes ces questions autour de la gestion de la crise. En 2020, rappelez-vous, plusieurs plaintes avaient été déposées devant la Cour de justice de la République contre le Premier ministre de l'époque, c'était Édouard Philippe, et puis plusieurs de ses ministres, après des perquisitions menées en octobre 2020. Regardez. Brassard au bras, les policiers de l'Office anticorruption ont fait irruption ce matin au ministère de la Santé, accompagnés d'experts en informatique. Ils sont venus perquisitionner les bureaux d'Olivier Véran et du directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Auparavant, ils s'étaient présentés au domicile de l'ex-premier ministre Édouard Philippe, de l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, et chez Sibeth Ndiaye, l'ex-porte-parole du gouvernement. Ces perquisitions ont été menées dans le cadre des investigations lancées en juillet dernier sur la gestion par l'État de la crise du Covid. Les enquêteurs cherchent à savoir si le gouvernement s'est volontairement abstenu de prendre des mesures qui auraient pu assurer la sécurité des citoyens. L'imam, on vient de voir cette archive sur les perquisitions. Voilà, il y a une sensibilité très forte maintenant du politique à intervenir rapidement. Non, je pense qu'il y a une sensibilité très forte de tout le monde, politique, citoyen, société, à l'idée de la pandémie. Je pense qu'on a refoulé le Covid. Moi, personnellement, je pense que le trauma Covid, on l'a refoulé. On a dit que c'était passé, que ça n'avait pas existé. On a oublié que c'était des millions de victimes. On a oublié les arrêts. On a oublié les confinements. On a oublié les pays. Mais ça réémerge très vite, Alors France, là, on a le scénario idéal, le bateau, un nouveau virus. Excusez-moi, les rats. Qui est quand même un truc dans le psyché. Non, et puis c'est la lèpre, c'est la peste, c'est tout ça, bref. Et on a tout, et ça ranime cette espèce de peur extrêmement brutale, d'autant plus que, comme vous disiez, on nous dit qu'il y a tous ces virus à la marge qui attendent qu'une chose, c'est qu'on aille à leur contact, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique, peut-être dans le permafrost en Sibérie, quand ils font, etc. Et donc on se dit, voilà, on est menacé en fait par l'ère des épidémies, des pandémies permanentes. Donc il y a une trouille majeure. Mais je pense quand même que là, on pourrait se dire, attendons 1 jour, 10 jours, 5 jours, 6 jours pour voir où ça va aller. Ce virus est différent, il est mortel dans 3, 4, 5 cas sur 10, on ne sait pas trop, mais attendons de voir.
les fameux 40 jours sur lesquels on est... Déconseillons d'aller dans les décharges. Jean Quatremer, on se souvient aussi du Covid et des théories complotistes. Est-ce que là, il faut s'attendre à une vague, un raz-de-marée aussi de théories complotistes autour de cet antivirus? Ça serait dommage qu'on n'ait pas ça. Je veux dire, les réseaux sociaux sont toujours là, les complotistes sont toujours là, les antivax sont toujours là. Évidemment qu'ils vont s'en donner à cœur joie. Et en plus, là, on voit bien les premiers ratés. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Voilà, absolument. On voit les premiers ratés dans la gestion. Donc, au fond, les élections qui arrivent, la tension internationale et tout ça. Puis ce virus, pourtant connu depuis 1975, qui n'a jamais été, qui n'a pas fait l'objet vraiment de recherche, qui n'est pas soignable. Ouais, c'est très bizarre. Enfin, je vois très bien, évidemment, qu'on y échappera. Hélas, pas. La bêtise est toujours là. Hein. Oui, mais enfin, c'est pas qu'un problème de bêtise, parce que sur le coronavirus, le complotisme, c'était de raconter que c'était un virus qui avait échappé d'un laboratoire. Oui. Or, c'était quand même d'un laboratoire chinois. Or, apparemment, il semble que ça, ce ne soit pas vrai. Oui. Ah oui. Non, c'est pas vrai. Et c'est toutes les. Ben non, les enquêtes aujourd'hui. Donc c'est le pangolin alors? Non, c'est pas le pangolin, mais c'est bien le marché aux animaux de la ville de Wuhan. C'est de là que serait parti donc le Covid. Et on peut se dire que peut-être que cette légende qui a été que ça a été échappé d'un laboratoire chinois, qui était quand même la légende qui a été portée par l'administration Trump très fortement, elle n'était pas complotiste par hasard, elle a raconté une histoire. On va peut-être en reparler dans 2 minutes des relations entre la Chine et les États-Unis et de la guerre politique qui se mène et de l'accusation qui a été portée par les Américains à l'égard des Chinois, alors que c'est pas vrai. Est-ce que ce qui est en train de se passer, Ziad Limam, peut nuire à Trump dans le sens où il est sorti de l'OMS et on se rend compte peut-être qu'il y a une sorte de cafouillage aux États-Unis? Est-ce ça peut avoir un effet boomerang sur sa manière de gérer, d'administrer l'Amérique aujourd'hui? Avec en plus un ministre de la Santé anti-vax. Oui, anti-vax, et puis, non, moi je pense que c'est leur philosophie de dire tout ça n'est pas très grave, mais déjà le Covid c'était pas très grave. Quand il y a eu des dizaines de milliers de victimes aux États-Unis, ça a fini par être grave. Moi je pense que les Américains, aux États-Unis aujourd'hui, il y a vraiment 2 structures. Il y a la structure autour de Trump et les gens qui sont autour de lui. Il reste quand même une structure d'État qui est même fragilisée, mais qui est encore là, qui peut réagir. Il y a des universités, il y a des chercheurs, il y a des gens qui... Fondations. Il y a des fondations, il y a des gens qui vont travailler sur ce virus très très vite, qui ont des moyens de travailler très vite. Donc je pense que il y a un risque d'échappement à cause du libéralisme un peu fou, mais il n'y a pas non plus un délitement majeur. Alors, vous nous avez tendu évidemment une perche en évoquant le 2e sujet d'actualité de ce soir. C'est la visite d'État qui va durer 3 jours. Il est arrivé aujourd'hui de Donald Trump en Chine. Oui, avec une visite avec beaucoup d'enjeux. Donald Trump est arrivé aujourd'hui même en Chine, juste avant de prendre son avion pour Pékin. Donald Trump, vous allez voir, vous allez l'entendre, s'est voulu très confiant sur le résultat de ce voyage. My relationship with President Xi is a fantastic one. We've always gotten along, and we're doing very well with China. And I think President Xi can help and contribute to a deal with Iran. He could. I mean, it might be. I don't think we need any help with Iran, to be honest with you. They're defeated militarily, and they'll either do the right thing or we'll finish it. Jean Quatremer, sur l'Iran, quoi qu'il en dise, il a besoin de la Chine, Trump, là, en ce moment? Évidemment qu'il a besoin de la Chine, et la Chine est un acteur clé du secteur. L'Iran tient en grande partie parce que la Chine, pour l'instant, la soutient. Si la Chine dit maintenant ça suffit, j'ai besoin du pétrole et vous arrêtez de bloquer les 3 Hormuz, fin de partie. On peut imaginer qu'elle le fasse, très, très franchement. Je ne suis pas certain qu'elle le fera pour l'instant. Elle joue un jeu qui est complexe et surtout elle est dans la résistance à l'égard des États-Unis. Mais il faut voir aussi les chiffres de la croissance en Chine qui sont très bas. Xi Jinping a besoin d'avoir une croissance plus forte. Si ça se prolonge et le droit Hormuz reste bloqué, les Chinois n'accepteront pas très longtemps que ça dure. On l'a bien vu avec les Houthis au Yémen. Notamment, ils menaçaient le commerce mondial. Finalement, l'histoire, vous avez vu, c'est petit à petit dégonflé, même s'il y a toujours des bateaux qui sont ciblés par les Houthis. Mais ça s'est énormément calmé parce que le signal a été passé aux Houthis et aux Iraniens qui fournissaient les missiles. Il faut arrêter de bloquer le commerce mondial. Ziad Limam, est-ce que la Chine peut faire plier l'Iran sur le nucléaire ? Ou pas? Question. Oui, la Chine joue un jeu complexe. Les Chinois ne sont pas forcément pour la dissémination nucléaire. Ils ne sont pas forcément pour la guerre. Ils sont pour des rapports de force équilibrés, stratégiques, dans lesquels leur puissance à eux s'affirme progressivement, mais pas forcément en sortant la canonnière immédiatement. Sur l'Iran, c'est un partenaire d'abord énergétique, ça c'est très clair.
c'est le détroit d'Ormuz, c'est le pétrole qui alimente la Chine, bien que la Chine elle-même ait depuis plusieurs années diversifié ses sources, stocké, organisé sa non-dépendance. Et c'est surtout un pied dans un Moyen-Orient sur lequel les Chinois ne sont pas forcément des acteurs clés, mais ils ont déjà organisé des réconciliations majeures. Ils ont un appareil, ils veulent être une puissance soft, ils existent. Mais par rapport aux États-Unis, ils ont tellement de dossiers ouverts en même temps que l'Iran et Hormuz, c'est un dossier. Mais il y en a au moins... Catherine Tricot, il est en position vraiment de faiblesse, Trump, vous diriez aujourd'hui, face à la Chine. Il dit nous sommes deux superpuissances. Ça reste vrai. Moi, je pense que ça, il ne faut quand même pas s'illusionner. Je veux dire, Trump a été affaibli moralement à l'échelle internationale. Je veux dire, son crédit a beaucoup perdu. Les Européens sont en train de chercher une solution pour se sortir de cette dépendance, mais je pense qu'il est affaibli. Mais enfin, ça reste de très loin la première puissance économique et la première puissance militaire. C'est quand même la moitié de la dépense militaire mondiale est américaine. Donc, les Chinois sont assez petits sur ce plan-là. De là à parler du déclin américain, on entend beaucoup parler de ça. Moi, ça, je pense qu'il faut relativiser. Mais les Chinois, je pense qu'ils sont sur le plan militaire bien inférieurs. Mais par contre, je pense que la place qu'ils ont pris à l'échelle internationale, d'une part par leur politique sur le réchauffement climatique, par différence avec les États-Unis, mais d'autre part par le fait qu'ils ont des relations de coopération et de multilatéralisme, alors que les Américains sont plutôt sur des relations d'allégeance, enfin qu'ils exigent d'allégeance. Je crois que ça leur donne un poids international nouveau et une place nouvelle et plutôt positive. Et puis, on va évoquer avec vous et avec Anna, ce qui met peut-être la Chine en position de force relative ou réelle face aux États-Unis, c'est la bonne santé du commerce. Du commerce international, parce qu'on aurait pu penser que la guerre au Moyen-Orient, elle allait déstabiliser les exportations chinoises. C'est d'ailleurs ce que bon nombre d'économistes prévoyaient. Mais non, étonnamment, la Chine fait preuve d'une grande résilience. Ses exportations vers les États-Unis ont bondi de 11,3% le mois dernier comparé à avril 2025. Et au niveau mondial, ce chiffre grimpe à 14,1%. De bons résultats, vous l'avez dit, qu'elle doit essentiellement aux industries dites vertes. Dans un contexte de flambée des prix du pétrole, la Chine est naturellement devenue le fournisseur mondial incontournable de voitures électriques. Il n'y a qu'à regarder les chiffres, plus 112% sur les exportations de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Et cela malgré les surtaxes appliquées en Europe et les droits de douane américains. Mais ce n'est pas tout. Les carnets de commandes pour des batteries lithium, des panneaux solaires, des éoliennes chinoises se remplissent eux aussi à vue d'œil. Pékin se positionne d'ailleurs sur ce secteur très porteur et a rencontré récemment plusieurs pays d'Asie du Sud-Est et l'Australie à ce sujet. Et leur stratégie, en fait, c'est de dire nous n'y sommes pour rien dans la fermeture du détroit d'Ormuz. En revanche, nous sommes une alternative intéressante si vous avez envie de quitter les énergies fossiles et de vous décarboner. Jean Quatremer, Donald Trump a dit qu'il avait l'intention de demander à la Chine d'ouvrir son marché aux entreprises, peut-être pour rééquilibrer le rapport de force aux entreprises américaines. Quel intérêt ça aurait pour Xi Jinping d'accepter ? Enfin, il n'y a aucun intérêt. Et d'ailleurs, ce que montre la Chine, c'est qu'en résistant à Donald Trump, on peut gagner. Parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis un an ? C'est une réorganisation du commerce mondial autour de la Chine. Avant, c'était les États-Unis, maintenant, c'est la Chine. Alors effectivement, les importations chinoises vers les États-Unis ont baissé quasiment de moitié, parce que c'est devenu un pays protectionniste. Mais ça ne veut pas dire que le commerce chinois, lui, s'est effondré. Maintenant, d'abord, une partie du commerce chinois qui passe par le Vietnam, par exemple, et ensuite, les marchandises vont aux États-Unis, donc, et puis d'autres débouchés. Nous absorbons, et c'est une catastrophe pour nous, parce qu'on absorbe une grande partie des excédents industriels chinois, nous les Européens, et ça menace la survie de nos industries. Bon, donc, ce qu'on voit, c'est que la Chine est un partenaire raisonnable, tout comme l'Union européenne, et les États-Unis sont devenus un partenaire imprévisible, un partenaire protectionniste, et qui menace la stabilité mondiale. Oui, mais donc, c'est là peut-être... La grande puissance, elle est du côté de la Chine. C'est peut-être là où on s'illusionne un peu, Ziad Limam, parce qu'il est avec un aréopage de 17 chefs d'entreprise assez puissants, Trump. Donc nous, on se dit, on va bénéficier de ces difficultés d'entente entre les deux pays au bénéfice de l'Europe. Mais non, ce sont encore deux pays qui vont faire des gros deals, là. Peut-être même des ventes massives d'avions Boeing dans les heures qui viennent. Mais vous savez, les Boeing et les Airbus, c'est devenu le truc qu'on fait à chaque grande visite de ce niveau-là. On entend 50, 100, si ça se concrétise. Non, moi je pense que il y a quand même un symbole très fort, c'est les deux superpuissances qui vont diriger le monde sur le 21e siècle, et nous, on fera le chariot derrière comme on pourra. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même des dossiers...
Il y a des dossiers explosifs. Le dossier Taïwan. Ah ben voilà. Le dossier Taïwan, les Chinois veulent, et ça peut être quelque chose de majeur comme shift, veulent persuader les Américains qu'il peut y avoir une solution de Taïwan sinisée, qui devient chinoise, dans un espèce de Hong Kong bis, on verra dans 40 ans ou dans 50 ans. Et c'est pas exclu que les Américains, dans le paquet de leurs intérêts commerciaux, stratégiques et un peu la folie trumpienne, c'est pas exclu que le langage américain sur Taïwan change. C'est ça qu'ils veulent, un changement d'éléments de langage. Oui, mais un changement ou un arrêt des livraisons d'armes. veut dire, en fait, on n'est pas obligé de se faire la guerre pour Taïwan. Vous n'avez pas intérêt à faire la guerre pour Taïwan. Vous avez intérêt à vous entendre avec nous sur un espèce de... Parce que c'est le but existentiel de Xi Jinping. Quand il rentrera dans l'histoire, s'il rentre un jour dans l'histoire, c'est Taïwan. Ayant avalé Taïwan. Mais il ne faut pas perdre de vue une chose. Enfin, on oublie que dans le Pacifique, c'est un enjeu de souveraineté pour la Chine et les États-Unis. Comme ça l'était avant 1940 entre le Japon et les États-Unis. Si la guerre a commencé entre le Japon et les États-Unis, c'est pour la maîtrise justement du Pacifique. Et vous croire une seconde que les États-Unis vont lâcher le Pacifique aux Chinois en disant maintenant vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez, donc Taïwan, éventuellement le Japon, etc. Alors peut-être avec Trump qui est complètement fou, ça c'est possible, mais en tous les cas ça ne durera pas très longtemps parce que les États-Unis n'accepteront jamais de se faire sortir du Pacifique. L'affaire c'est quand même dedans. Hein. Ce qui est intéressant aussi de voir quand on regarde la Chine, c'est que la Chine, elle regarde tout le monde. Elle ne regarde pas que le monde occidental. Elle regarde le Sud. Le Sud, l'Afrique par exemple. Enfin, je veux dire, la Russie, ils viennent de signer un accord avec 40 pays africains de libre-échange. Ils mettent à zéro les droits de douane pour les pays, les productions africaines entrant en Chine. Mais je veux dire, ça veut dire que la Chine, elle développe son... De quel ordre ? Minerais, etc. Tout ce que les pays africains peuvent produire. Et je veux dire, l'Afrique est un continent qui est en essor. Et donc la Chine, elle ne fait pas que de regarder sur ceux qui sont déjà les puissants, elle regarde les puissances émergentes. Donc elle va pas simplement s'intéresser à sa relation avec les États-Unis, qui sont très mal engagés, mais elle va chercher des ressources et des forces nouvelles dans ses relations avec le reste du monde. Il y a la grande bataille de l'intelligence artificielle qui va être elle aussi... Et la Chine se positionne. La Chine se positionne, mais ça, c'est un terrain sur lequel ils sont un petit peu en retard sur les États-Unis, les puces. Et donc, il y a cette négociation Taïwan, aussi. Qui est déterminante. Et les matières rares, qui sont au centre de l'économie du XXIe siècle. Donc, on a tous les trucs explosifs de deux bonhommes qui vont se retrouver face à face. Ils vont se faire un gros câlin, comme le souhaite Donald Trump. Alors, vous savez que dans les réseaux, on spécule beaucoup sur le fait que Xi Jinping n'était pas à l'aéroport. Bon, enfin, Xi Jinping est rarement à l'aéroport. Qui est venu. Mais pour les Américains qui n'aiment pas Trump, on a bien retweeté le fait que Trump est arrivé sans Xi Jinping à l'aéroport. Et qu'il n'y a pas eu tout le faste habituel et de 2017. Oui, avec la fameuse promenade sur la place rouge. On en rajoute beaucoup sur son goût pour le faste à Trump. Moi, je crois qu'il ne faut pas s'imaginer quand même qu'il est aussi puéril que ça. Je veux dire que c'est-à-dire, vous savez, on raconte que le fait d'avoir été reçu par le roi d'Angleterre, ça l'a touché profondément. Mais bon, en vérité, je pense que les affaires compteront plus sérieusement que le gros câlin. Quand on en est à imprimer son portrait sur les billets de $100 en vue du 250 anniversaire des États-Unis, vous m'excusez, mais c'est pas quelqu'un de particulièrement rationnel, on va dire. Je ne dis pas. Ce que je dis, c'est que les affaires reprendront le dessus. Très bien. Et on y reviendra et on les commentera ici même dans quelques jours ou dans quelques semaines. Merci à tous les trois d'être venus débattre